Le débat de France 24, c'est une affiche de rêve, affiche inédite en finale de la Coupe du Monde, Argentine-Espagne. C'est ce dimanche à New York, l'occasion pour la Roja de décrocher sa deuxième étoile. Mais en face, un homme, et face à l'histoire, c'est Lionel Messi. S'il gagne cette seconde finale mondiale de suite, le génie argentin pourrait bien clore les débats et devenir à jamais le meilleur joueur de l'histoire. Quand vous aimez ce sport fabuleux qu'est le football, c'est le genre de questions qui compte. Je vous présente mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Autour de la table, Saïd Hamda, bonjour. Vous êtes journaliste, consultant foot pour RFI. Face à vous, Samy Mouhobi. Bonjour Samy. Bonjour. Journaliste indépendant, co-auteur avec José Barroso et Jocelyn Lermusio de Sphère d'influence. C'est paru chez Hugo Sport. On va découvrir l'ouvrage à l'antenne. Et plus récemment, co-auteur avec Olivier Villepreux et Frédéric Bernard de Débordement, sombre histoire de football, 1938-2023, vaste programme, paru chez Anamosa. Je salue également Bruno Derrien. Bonjour Bruno. Bonsoir. Ancien arbitre international, plus de 350 matchs au niveau professionnel, dont une quarantaine de rencontres, je crois, au niveau international. C'est donc une affiche inédite. Espagnols et Argentins se retrouvent dimanche pour cette finale de Coupe du Monde. Lionel Messi face à Lamine Yamal. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette photo, cette publicité réunissant l'Argentin et l'Espagnol. Le prodige argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, qui donne un bain à un bébé. Il se trouve que c'est Lamine Yamal. Nous sommes en septembre 2007. Voilà pour la petite image. Les deux seront donc face à face dimanche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans quel état d'esprit êtes-vous avant cette finale? On met notre chauvinisme de côté. Les Bleus sont éliminés. Finale de rêve, Bruno? Je crois que c'est deux belles équipes qui se rencontrent dimanche soir. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Espagne. Moins l'Argentine pour d'autres raisons. On en parlera tout à l'heure par rapport à leur comportement, où ils ont une pratique de l'anti-jeu érigée un peu en système, qui me gêne, moi, en tant qu'arbitre. Les Espagnols en contrôle, en maîtrise face à la France. Plus, oui. Oui, alors, je crois qu'il n'y avait pas photo. Tout le monde a bien vu que la France est passée à côté et que l'Espagne a une très belle équipe. En tout cas, sur le papier, c'est deux très belles équipes qui méritent leur place en finale. Finale de rêve, Samy? Deux oppositions de style, parfaitement identifiées, identifiables. Des Argentins capables du pire comme du meilleur. Ça a été le cas hier soir. Une première mi-temps absolument catastrophique. L'anti-jeu, la brutalité. Et une deuxième mi-temps où ils reviennent du diable Vauvert avec deux buts exceptionnels. Et une Espagne dont l'ADN est la maîtrise du milieu de terrain, qui joue à sa main. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur... ce que vous venez de dire par rapport à l'équipe de France, parce que moi je considère que l'arbitrage y est pour beaucoup dans la façon dont se déroulait le match, puisque dès la 9e minute, Adrien Rabiot est averti pour un coup franc où il n'y a jamais coup franc et il ne peut pas y avoir de carton jaune. Et je considère qu'il y a main de Lamine Yamal sur l'action du but espagnol. Alors, juste avant de revenir sur France-Espagne, c'est toute la problématique de l'interprétation qui est toujours là et qui demeure. Et qui demeurera toujours, d'ailleurs. Oui. Saïd, un mot justement sur cette finale avant de replonger sur les Espagnols et ce duel face aux Français, c'était mardi dernier. Si je dois être sincère, moi cette finale ne me fait pas rêver. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas partisan. J'aurais aimé être partisan, être acteur de la finale de Coupe du Monde, forcément. Mais ça reste quand même une très belle finale entre deux équipes, deux oppositions de style, on l'a dit. La maîtrise espagnole et la roublardise argentine. Alors chacun se positionne comme il veut. C'est vrai que moi, j'ai plus d'affinité avec le jeu espagnol qu'avec le jeu argentin. Mais ça va rester une belle finale. Et il y a surtout cette symbolique, vous l'avez rappelé en tout début d'émission, entre Lamine Yamal et Léo Messi. Est-ce que Léo Messi va être sacré et un petit peu taper du poing sur la table et terminer le débat sur le plus grand joueur de l'histoire? Ou est-ce que Lamine Yamal va venir et afficher le rêve de la nouvelle génération, la nouvelle ambition, et reprendre le flambeau à 19 ans, gagner une Coupe du Monde, ça serait quelque chose d'héroïque pour lui. Donc il y a cette petite dualité qui me plaît quand même beaucoup. Bruno? Oui, on peut dire, c'est vrai que l'Argentine a eu quand même... Ça a été un peu poussif, leur parcours au départ de la Coupe du Monde. Le Cap-Vert, il les battait avec difficulté. L'Égypte, un match qui a fait s'écouler d'encre au niveau de l'arbitrage, dirigé par le Texier. Ils battent l'Égypte difficilement. La Suisse... Pareil, donc ils arrivent. Le meilleur match qu'ils aient fait, c'est hier soir, contre l'Argentine, où là vraiment c'était exceptionnel. Mais jusqu'alors, en deuxième mi-temps. Oui, mais jusqu'alors c'était vraiment poussif, les Argentins.
C'est poussif, et puis c'est surtout, malheureusement, irrigué systématiquement de violence, de coups bas. Ils sont protégés, les Argentins, par les arbitres? Moi, écoutez, je pense que vous avez été arbitre, vous avez beaucoup plus d'expérience et une meilleure maîtrise que moi du terrain. Je pense que n'importe quel arbitre, même à un petit niveau, sait très bien que pour tenir une rencontre, il faut malheureusement sortir des cartons jaunes assez rapidement. Hier soir... S'ils sont mérités. Oui, non, bien sûr, s'ils sont mérités, c'est une évidence. Simplement, hier soir, Enzo Fernandez et son acolyte du milieu de terrain, Paredes, font 3 ou 4 énormes fautes dans le premier quart d'heure. Et il ne se passe rien. Et donc, ça crée des perturbations. En revanche, dès que les Anglais s'approchaient de Messi, sans même faire forcément faute, ils venaient au contact physique. Ça pose un vrai problème. Et ça m'a rappelé la finale de 2022, où il faut attendre quasiment la 75e minute pour que l'arbitre central, dont j'ai oublié le nom, sorte un carton jaune. Marcignac. Parce que Rabiot, Simon Marcignac, Rabiot se fait découper. Alors que dès le début du match, il n'y a même pas 10 minutes de jeu, Rodrigo De Paul balance Rabiot dans les cordes, on ne sait même pas pourquoi. Le défenseur central de Tottenham, l'Argentin, dont le nom m'échappe, Romero met un énorme coup de coude à Lloris sur une sortie aérienne. Bref, on sait comment jouent les Argentins, hélas, comme on sait comment jouent les Uruguayens et les Paraguayens. Alors là, ça a été vraiment la caricature de la caricature. Après, on sait aussi, et c'est tout à leur honneur et tant mieux, que les Argentins sont capables de produire un football absolument exceptionnel. Et c'est pour ça que le match d'hier soir, quelque part, il est symbolique de ce qu'est l'Argentine au foot. C'est-à-dire capable du pire comme du meilleur. Les gens devraient regarder la Copa América, parce qu'en Copa América, tout se joue sur ce niveau d'intensité et de combat. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous sur le début de match des Argentins hier. Enzo Fernandez, on ne comprend pas comment il ne peut pas prendre un carton sur le coup de coude. Enfin, il frappe dans la... C'est insupportable. Vous savez que l'équipe argentine, c'est l'équipe qui a commis le plus de fautes dans cette Coupe du Monde. 88 fautes. 88 fautes. On peut rappeler Messi contre l'Algérie. Il doit être expulsé. Le geste... Quand il appuie ses crampons sur le mollet du Bosniaque, il doit être dehors. L'Algérien, pardon. Oui. Il n'est pas du tout sanctionné. Il y a un coup franc. Il n'y a pas de carton derrière. Et dans la même partie, il y a un joueur argentin qui met un énorme coup de coude dans le visage d'un Algérien. Là aussi, absolument rien. Du coup, vous parliez d'une opposition de style tout à l'heure. Les Espagnols ont l'impression qu'ils sont propres dans leur jeu. Les Argentins peuvent être un peu plus sales. On s'attend à une véritable opposition de style et de combat aussi. Alors attention, les Espagnols ne sont pas plus propres. Ils sont plus malins, ils sont plus discrets, disons, parce que des joueurs comme Marco Kurela, Rodri, savent faire aussi la petite faute discrètement pour casser le jeu, les fautes techniques. Ils ne manquent pas de vis, les Espagnols. Ils ne manquent pas de vis. Ils ne vont pas peut-être forcément se faire piéger à ce jeu-là par l'Argentine. Mais l'Argentine, c'est vrai qu'elle a ce don de pouvoir piéger les équipes avec une agressivité démesurée et force est de constater qu'il y a quand même une certaine tolérance vis-à-vis des arbitres auprès des Argentins que je n'explique toujours pas. C'est vrai que vous avez pris beaucoup d'exemples. On peut prendre l'exemple de Paredes lors de la précédente Coupe du Monde face aux Pays-Bas où il tire de toutes ses forces sur le banc des remplaçants et qu'il n'écope pas d'un carton rouge. Donc c'est vrai que l'Argentine, ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur mindset. C'est une équipe qui est agressive mais qui s'en sort toujours. Ils ont cette faculté aussi, il faut peut-être les féliciter ou pas pour ça, mais à rentrer dans la tête de l'arbitre. Ils arrivent quand même à chaque fois à faire en sorte que l'arbitre ne les sanctionne pas. Je ne sais pas quel est le secret, je ne sais pas quelle est la psychologie derrière ça, mais toujours est-il, c'est que les matchs s'enchaînent et ils ne sont pas sanctionnés. Vous avez constaté que dès que l'arbitre prend une décision contre eux, tout de suite, il est sous la pression physique des joueurs. Ils viennent tout de suite l'entourer, d'entrée de jeu. Dès les premières minutes, tout de suite, ils mettent l'arbitre sous pression. Et c'est très embêtant quand vous êtes arbitre. Parce qu'un arbitre a besoin de sérénité, vous comprenez. Après, il y a des arbitres qui sont imperméables. Ils exercent une pression, mais il me semble quand même, dans les nouvelles règles, il était question que ce ne soit que les capitaines qui s'adressent à l'arbitre et non pas les partenaires. Mais je suis d'accord avec vous. Quand est-ce qu'on applique cette règle? Mais si vous appliquez les règles à la lettre, il n'y a pas un match qui se terminerait aujourd'hui, faute de combattants. Bon, ça, c'est la vérité. Alors, à quoi bon édicter des règles? J'entends bien. Après, bon, là, je pense que l'arbitre de la finale, je ne sais pas qui c'est, il n'a pas encore été désigné. Ce sera peut-être un Européen ou un Sud-Américain, on ne sait pas. Bon, bref. En tout cas, reconduire, il a un match, bon, il connaît les Argentins. Je pense que pour asseoir son autorité d'entrée de match, il faudra sanctionner. Parce que je pense qu'avec Colina, ils ont dû être réunis, ils ont dû visionner les derniers matchs de demi-finale, analyser le jeu des Argentins, leur attitude, et il faudra forcément un arbitre à poigne. À ce propos, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Pierluigi Collina, qui était un très bon arbitre en tant que tel.
Bon, il se trouve qu'il représente la FIFA et la commission arbitrale. C'est le patron de l'arbitrage à la FIFA. Voilà, quand il vient nous expliquer qu'on a eu affaire qu'à des cadors. Mais il peut pas dire autre chose. Oui, bon, c'est lui qui les recrute, qui les forme et qui les désigne. Cette langue de bois, ça suffit. Enfin, voilà. France-Paraguay, encore une fois, un arbitre qui vient de nulle part, et peu importe sa nationalité, là n'est pas du tout le problème. Mais que les Paraguayens aient réussi l'exploit de finir le match sans prendre le moins de cartons jaunes, tandis que les Français en prenaient 3, 2 qui étaient justifiés, 1 totalement lunaire, c'est quand même un problème. Il y a le fameux match Angleterre-Ghana qui est aussi, pour moi, de cette Coupe du Monde, ça a été l'un des pires matchs en termes d'arbitrage, puisque il y a un penalty qui est refusé au Ghana qui est parfaitement évident. Il y a Pickford qui doit prendre un carton rouge parce qu'il fait une énorme faute hors de sa surface sur un attaquant ghanéen, et Jude Bellingham parle et insulte le banc adverse en mettant la main devant. Pour revenir à la finale de dimanche, est-ce qu'il faut s'attendre à une finale tendue ? Forcément. Tous les matchs où il y a l'Argentine, il y a de la tension. Sinon, ce n'est pas un match de l'Argentine, voyons. Donc forcément, il y aura de la tension parce que c'est une finale. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc les Argentins vont encore un peu plus accentuer leur côté agressivité, leur côté coup de pression. Les Espagnols ne sont pas en reste, donc ils vont essayer de les défier aussi sur ce terrain-là. Donc ça va être une finale qui sera probablement très hachée. Et en fait, ça va dépendre de la configuration du match. Est-ce que l'Argentine va montrer le même visage que tous les tours précédents, c'est-à-dire se faire dominer pendant les 3/4 du match et ensuite revenir à la fin? Ça, c'est une possibilité. Maintenant, si ça arrive, les Espagnols devront être beaucoup plus malins, c'est-à-dire dominer... appuyer sur leur domination et la concrétiser, voilà, c'est ça que je cherchais, concrétiser leur domination et surtout ne pas défendre bloc bas dans les dernières minutes, parce qu'à chaque fois, si vous remarquez bien, que ce soit contre le Cap-Vert, contre l'Égypte, contre la Suisse ou même contre l'Angleterre, à chaque fois l'Argentine est systématiquement revenue parce que l'équipe adverse a décidé de jouer bloc bas. Et sur cette configuration-là, l'Argentine, je vous le dis tout de suite, ils sont injouables, ils sont vraiment très forts, ils savent anesthésier l'adversaire et le piquer quand il faut. Donc, si l'Espagne se retrouve à mener au score, il ne faut surtout pas qu'ils défendent, parce que les Argentins vont essayer de les faire sortir du match, surtout s'ils sentent que les Espagnols maîtrisent. Ils vont essayer de les titiller, de les taquiner, de créer des fautes, de créer des petites bagarres. Ça va être de bonne guerre, mais voilà, les Espagnols vont devoir être très prudents. Des Argentins boostés évidemment par leur victoire hier face aux Anglais. Je vous propose d'écouter sur France 24 Lionel Scaloni, le sélectionneur des Argentins. Écoutez. Ce groupe est difficile à décrire avec des mots. Ça m'a sincèrement ému, car cela témoigne de beaucoup de choses. De l'esprit d'équipe, de la fraternité, du fait de ne jamais baisser les bras et de se battre jusqu'au bout. Après tout ça, sincèrement, on va aller gagner la finale, on va essayer de la remporter. Mais que doit faire de plus cette équipe ? Je sais qu'ils sont conscients, mais ces gars-là m'ont vraiment ému. L'Argentine et son mental à toute épreuve. Oui, enfin moi je relativiserai un petit peu, je comprends bien ce que dit le sélectionneur qui il y a quelques jours expliquait qu'il y avait un complot anti-Argentine pour ne pas qu'ils aillent en finale. Tout ça me prête à rire, c'est un peu de la langue de bois, cette émotion je la trouve un peu surfaite. Et tout à l'heure vous avez dit une phrase qu'on connaît tous, hein, c'est une maxime dans le football hélas qui est bien ancrée dans toutes les têtes, dans tous les plateaux. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il faudrait sortir de ça. Parce que tant qu'on sera dans cet esprit-là, comment essayer d'espérer du beau football? C'est compliqué. Et on en revenait à ce qu'on disait... C'est un utopique du football. Hein. Bah oui, mais je continue d'y croire. Parce que ce que je veux dire par là, c'est à partir du moment où l'Argentine est arbitrée de manière tout à fait normale, comme toutes les autres équipes, vous ne lui permettez pas d'irriguer le match de gestes absolument invraisemblables, aujourd'hui encore, malgré la VAR. Et avec un sélectionneur qui ose se plaindre, en plus de l'arbitrage. Faut-il répéter que, encore une fois, cette année, l'Argentine a bénéficié d'erreurs d'arbitrage monumentales? Messi doit prendre un carton jaune contre l'Algérie. C'est au moins 1 ou 2 matchs. Et pour la petite blague, l'Argentine est surnommée la Vargentine. Oui, voilà. Voilà. De toute manière, c'est implacable. Je n'ai pas fini. Contre l'Égypte, sur le deuxième but, il y a une énorme faute sur Mohamed Salah. Ça passe, tranquille. Hier, encore une fois, dans les 15-20 premières minutes, si 2-3 Argentins, on les a cités, sont avertis, ça calme tout le monde. Et en 2022, c'était le cas. En 2022,
La finale, pour moi, a été catastrophique. Un premier carton jaune à la 75e, alors qu'ils ont fait assaut de brutalité, de gestes anti-sport en tout genre. Bon, bref. Mais on oublie aussi un pénalty contre la Croatie qui est totalement imaginaire. Un pénalty contre les Pays-Bas où le joueur argentin n'est même pas dans la surface de réparation. Donc il faut arrêter de célébrer l'Argentine, Messi, ceci, cela. Encore une fois, bien sûr, il y a des résultats, le palmarès. Mais il faut voir dans quelles conditions c'est acquis. Il faut toujours remettre en perspective le contexte. Sinon, on est condamné à voir de la tricherie. Alors on fera des débats, on discutera du pourquoi, du comment, on pourra discuter de l'interprétation de plein de choses comme ça, mais on ne sortira pas de ce football qui est malaisant. Saïd. Non, je vous rejoins sur la qualité de l'arbitrage, notamment en faveur de l'Argentine. C'est implacable et je ne vais pas vous contredire là-dessus parce que j'en pense pas moins. En revanche, je vous trouve un petit peu dur sur les émotions de Scaloni. Moi, je trouve que la séquence que vous avez montrée, elle est très intéressante parce que au-delà de ça, on voit une fraternité que je n'ai quasiment jamais vue dans le football au sein d'une sélection nationale. Ces joueurs se battent tous les uns pour les autres. Il faut imaginer que quand ils avaient 10 ans, ils voyaient Messi qui avait 20-25 ans et qui était déjà leur idole. Donc aujourd'hui, ils jouent avec leur idole, ils sont prêts à mourir pour lui. Vous faites une transition parfaite. Aujourd'hui, Messi dans cette équipe, il y a une statistique qui est sortie, il marche environ entre 60 et 70% du temps. Dans le football moderne, ça n'existe pas. Une équipe où il y a un joueur... Il a souvent fait ça. Il a souvent fait ça, mais dans le football d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Je parle pour une autre équipe que l'Argentine. En général, ces équipes-là se retrouvent très vite en difficulté. On l'a vu dans les clubs, par exemple au Real Madrid, quand un joueur court un peu moins, ils se font assez rapidement sortir des compétitions. L'Argentine est une exception. Pourquoi ? Et vous l'avez rappelé, c'est que la plupart des joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui de l'Argentine ont grandi avec Léo Messi. Donc s'ils doivent faire 1 ou 2 kilomètres de plus pour permettre justement à Messi de marcher et de scanner son match et de jouer son match dans des chaussons, ils vont le faire. Et on le voit, quand Messi a le ballon, il y a toujours 2-3 Argentins autour qui font un peu la sécurité. Et c'est vrai que ça, on le retrouve nulle part ailleurs, c'est typiquement argentin. Et cette Argentine-là, je suis désolé, on peut la critiquer pour beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu une abnégation, une solidarité, un effet de groupe pareil. Et c'est ce qui leur permet aussi de marcher tour après tour. Ce qui m'a choqué, enfin pas choqué, mais ce sont pas hier, notamment au moment des hymnes nationaux. Vous avez vu les Argentins, la manière dont ils chantent. Enfin, ils sont portés, transcendés par l'hymne. On voit tout de suite déjà qu'ils sont dans le match, quoi. Et ça donc il y a un vrai esprit de solidarité. Je crois que la force aussi de l'Argentine, c'est de compter dans leur effectif Messi, quoi. 21 buts, meilleur buteur, meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde, 2 passes décisives encore hier 8 soir. Buts, 4 passes décisives sur ce mondial. Voilà, et hier soir, vous disiez, il marche, mais il fait 2 passes décisives, quoi. Non, mais c'est un joueur, ça reste 39 ans. Ça reste un joueur exceptionnel, etc. C'est très touchant, tout ça. Tout le monde se bat pour tout le monde. Le problème, encore une fois, c'est que de manière systémique et depuis très longtemps, mais même avant Messi, l'Argentine a toujours produit des défenseurs extrêmement rugueux qu'on a laissé faire des choses, mais absolument délirantes. Et c'est aujourd'hui encore le cas. Et ce qui est très paradoxal, c'est que alors que les gars sont prêts à vous mettre les pieds à la carotide, et peu importe l'adversaire, peu importe le moment du match, dès lors qu'on va éventuellement bousculer un peu Messi, ils viennent à 4-5, on est presque dans la bataille de rue. Et moi, c'est ça que je trouve assez insupportable. Et à partir du moment où vous laissez se développer, parce que c'était pas forcément des propos de seulement de l'arbitrage qui... C'est le système du football argentin. Le football argentin, il est quand même irrigué par une violence qui a de moins en moins un peu partout ailleurs. Les gants de chasse, elles abritent quand même des gars qui ont des profils plus de gangsters que de supporters. Ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce de virilisme, cette espèce de nationalisme un peu malséant, on le retrouve un peu à tous les étages. Donc c'est normal qu'on le retrouve sur le terrain. Et ce qu'on peut est-ce qu'on peut continuer de laisser se développer cela sur des terrains de football en Coupe du Monde, même en Copa América, il faudrait peut-être faire quelques progrès. Moi, je ne crois pas et je ne l'espère pas. Sinon, ça donne des non-matchs et c'est vraiment le match d'hier soir, c'est-à-dire une première mi-temps, c'est une guerre de chiffonniers. Puis les Anglais ne s'en sont pas laissés compter comme les Français en 2022. Et en revanche, effectivement, ça donne une deuxième mi-temps parce qu'ils ont pris des jaunes et qu'ils savent que maintenant il va falloir jouer au football. Ça donne une deuxième mi-temps largement plus débridée et la preuve qu'ils sont tout à fait en mesure de bousculer leur adversaire
dans la légalité la plus parfaite, avec des buts splendides et en acculant les Anglais, en dominant même les Anglais de la tête, ce qu'il fallait quand même le faire, avec des petits gabarits. Je pense à McAllister, qui est un joueur que moi j'adore, qui est l'un des rares à se comporter à peu près normalement, qui est un joueur de Liverpool et qui fait un match grandiose hier soir. Donc l'Argentine peut tout à fait super bien jouer au foot sans agresser, sans utiliser des moyens assez répugnants. Mais ça fait partie de ses armes. On va se poser la question de la place de Léo Messi dans l'histoire du football. Et avant ça, on va l'écouter après cette victoire légendaire hier face aux Anglais. On écoute Léo Messi. C'est fou ce que ce groupe vient d'accomplir encore une fois, atteindre une finale de Coupe du Monde. Nous sommes les tenants du titre, on a été les meilleurs ces 4 dernières années. Peu importe à qui ça fait mal ou ce qu'ils disent, aujourd'hui encore une fois on se place parmi les 2 meilleurs du monde. Et ça montre que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Atteindre 2 finales mondiales d'affilée n'est pas une petite performance. Et ce groupe l'a fait. Je n'ai jamais douté et je savais qu'au minimum, on serait parmi les 4 derniers. Ce groupe, quand il se rassemble, est capable de faire des choses extraordinaires. S'il gagne dimanche, il sera le meilleur joueur de football de tous les temps ou il est déjà? Quel est votre sentiment? En tout cas, il y aura un peu moins de débat s'il gagne la finale ce dimanche. Pour beaucoup de supporters, il l'est déjà. Pour d'autres, il manque encore ce petit truc. Mais effectivement, s'il gagne la Coupe du Monde, ça va être difficile de porter la paroisse d'autres joueurs, malheureusement. Moi, le premier. Donc oui, Messi, aujourd'hui, a l'occasion de clore un débat qui dure depuis X années. Parce qu'à 39 ans, ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Notamment sur l'intensité physique, parce que c'est vrai qu'il marche beaucoup, mais la manière dont il est ménagé, moi je trouve que c'est fabuleux. C'est un joueur qui joue quand même 90 minutes, voire 120 à chaque fois. Il n'est jamais remplacé, si vous remarquez bien. L'impression que c'est tellement lui l'enfant roi de cette équipe qu'il a besoin d'être constamment sur la pelouse pour rassurer les partenaires, pour être un petit peu ce capitaine-là du navire. Donc, effectivement, aujourd'hui, à 39 ans, avoir des telles stats en Coupe du Monde, avoir toujours cette finesse technique, cette justesse dans la passe, avoir toujours ce coup d'œil, avoir toujours cette efficacité devant le but. Mais si aujourd'hui, même ses détracteurs sont obligés de reconnaître qu'avoir un tel niveau, c'est quelque chose quand même de formidable. Moi, j'irais même un peu plus loin, je le trouve plus fort qu'en 2022. Parce que son jeu il est encore plus efficace, encore plus fluide. Il fait moins de fioritures parce que son physique ne le permet pas. Donc c'est là où on voit que c'est un joueur extrêmement intelligent parce qu'il joue avec ses qualités. Et c'est là où un joueur, on voit à quel point il est capable de s'adapter ou pas. Et Messi est parfaitement dans l'adaptation. Dans la discussion, on parle souvent de Pelé, de Maradona. Vous le situez où, le génie argentin? S'il gagne dimanche, comme vous disiez à l'instant, il sera indétrônable, quoi. Ça sera le Au-dessus de Pelé, de ses 3 titres mondiaux? J'aimais bien Pelé, quoi, pour l'histoire de Pelé, mais je crois que c'est pas le même football. C'est pas le même football, c'est pas la même époque. Mais vous parlez de Messi. Mais je pense qu'il aura marqué l'histoire du football pour longtemps, quoi. Messi. Oui, on peut aussi regarder le passé et se dire que, vous venez de le dire, Pelé a gagné 3 Coupes du Monde. Oui, bien sûr. Avec un Brésil qui n'était pas aussi agressif et qui bénéficiait pas de largesse arbitrale. Avec le Brésil 70 qui reste une référence en termes de jeu. Non, mais même le Brésil, par exemple, si on prend Brésil-Argentine, cette fameuse opposition de style, le Brésil a souvent gagné des Coupes du Monde, il en a 5, je crois. Je n'ai jamais vu, à de très rares exceptions près, les Brésiliens se comporter sur le terrain comme le font les Argentins aussi. C'est un vrai problème. Alors après, bien sûr que ce serait une performance absolument extraordinaire que de gagner une 2e Coupe du Monde d'affilée en plus à son âge. Ça reste un merveilleux footballeur, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, ce que j'attends de voir, encore une fois, au-delà du palmarès et des statistiques dont on peut parfois être un peu lassé, c'est le contexte et la physionomie du match. Si l'Argentine joue comme elle a joué en 2e mi-temps hier soir, ce sera un merveilleux gagnant. Si l'Espagne parvient à contenir, là encore dans les règles, en jouant de manière peut-être un petit peu plus directe pour qu'on ait un match un peu plus enlevé, tout en gardant ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire la maîtrise au milieu du terrain et une rigueur défensive quand même notable, moi, j'espère voir un beau match, si vous voulez, avant toute chose. Et ensuite, on tirera les conclusions, on pourra hisser des statuts, rivaliser de chiffres, etc. Moi, avant tout, je voudrais voir une belle finale, tout simplement. La forme compte. Bien sûr. Et puis, je pense que les Argentins ont aussi un esprit de revanche. Je crois qu'en 2018, ils avaient été largement battus par l'Espagne. 6-1, non? Il n'y a pas eu un match comme ça? Je ne me souviens plus exactement, là, en l'occurrence. 2018, non.
Il n'y a pas eu un match où ils avaient pris... Un match de Coupe du Monde, en tout cas. Coupe du Monde. Ils avaient été largement battus par l'Espagne. Il n'y a pas eu un match. Non, il y a le Brésil qui avait pris une rouste. Oui, ça c'est en 2014. Voilà. 2014. Mais je crois pas. Ah bon, alors, Non, je je me pense trompe. pas, parce que l'Espagne sort en 2018 en 8e de finale. Et je crois pas qu'il s'était tombé contre l'Argentine. Bon, alors autant pour Ça moi. me dit Alors. rien. Messi, en tout cas, Ballon d'Or à la fin de l'année, c'était pas, on ne voit plus ces matchs, il faut le dire, avec l'Inter Miami, d'où la surprise peut-être de le voir aussi performant. Son 9e Ballon d'Or lui tend les bras, vous pensez, s'il gagne? Même s'il ne gagne pas? À titre personnel, non, je pense pas du tout. Mm. À un moment donné, il faut rester sérieux. Le Ballon d'Or, ça récompense un joueur sur une année complète. Il fait un mois extraordinaire, mais je pense que c'est quand même irrespectueux pour tous les joueurs qui ont bataillé pendant toute l'année, qui ont joué à la Ligue des Champions, qui ont joué dans les plus grands clubs. Mettre Messi dans le débat, à part pour le nom, je trouve que c'est quand même un peu indécent. Parce qu'à un moment donné, en fait, moi, je trouve que les Ballons d'Or de Messi ne veulent plus rien dire. Aujourd'hui, il en a 8, mais si on décortique un petit peu avec précision, sur les 8, il y en a quand même 2 ou 3 qu'on peut... On aurait pu donner un à Iniesta. Voilà, un Iniesta ou Schneider en 2010. Celui en 2022, bon, c'est vrai qu'il gagne la Coupe du Monde, mais il ne fait pas une saison extraordinaire au Paris Saint-Germain. Donc il y a quand même quelques ballons d'or sur lesquels il pose question. Donc l'histoire retiendra qu'il en a 8, mais si on regarde un peu dans le détail, et nous qui avons la chance d'avoir vécu à cette ère-là, on sait très bien que ce sont 8 qui sont globalement généreux. Je ne suis pas partisan du fait d'en rajouter un 9e pour écrire encore plus une légende qui serait un petit peu surécrite, surexposée. Donc voilà, moi je pense qu'il n'est pas du tout dans la... qu'il gagne ou qu'il perde, qu'il n'est pas du tout dans la discussion du Ballon d'Or. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les 30, mais en tout cas il n'est pas dans les 5 qui doivent gagner, parce qu'il y a d'autres joueurs en attendant qui peuvent légitimement postuler. D'ailleurs Lamine Yamal qui va jouer cette finale, s'il gagne la Coupe du Monde à 19 ans, même si avec le Barça, il n'y a pas eu les accomplissements tant attendus. Même en Coupe du Monde, il n'a pas été formidable. Ouais, il est revenu de blessure, effectivement. Mais bon, un joueur qui marque par exemple 2 buts, un Lamine Yamal qui met 2 buts en finale de Coupe du Monde et qui offre la 2e Coupe du Monde seulement de l'histoire de l'Espagne à 19 ans, ça pèse quand même un peu lourd, bien plus lourd que Messi dans la balance au Ballon d'Or. Sur ce Ballon d'Or, Samy? Moi, au risque de vous décevoir, c'est une question que je trouve complètement superfétatoire, parce que pour moi, le Ballon d'Or, c'est un non-sens. Une récompense individuelle dans un sport collectif, moi, ça m'a toujours posé un vrai problème. Et que, très souvent, c'est la plupart du temps, ce sont des buteurs qui sont récompensés. On a eu Rodri il y a 2 ans. Non, oui, d'accord. Non, enfin, ouais, l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, à la limite, s'il y aurait une récompense pour chaque ligne, ça serait bien plus pertinent. Parce que le buteur ou celui qui a le Ballon d'Or, il a eu des coéquipiers en club, en sélection. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas une vraie récompense par poste qui correspondrait bien plus à l'esprit de ce sport qu'est le football, qui est avant tout un sport collectif, fait bien sûr d'individualité et de gestes personnels, mais la base de ce sport, c'est quand même jouer à 11 ou à 15. Et je crois que dans l'histoire du Ballon d'Or, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule fois un gardien de but qui l'a eu. La Viachine. Ouais. Pourtant, c'est un poste important, le gardien. Ah oui. Ouais. Mais pas assez exposé. Manuel Neuer n'était pas loin en 2014, mais malheureusement... Lamine Yamal, peut-être? On aura sa chance, Voilà. ça dépend de la finale, Bruno. Et plein d'autres joueurs, tout à fait, plein d'autres joueurs auraient mérité de l'avoir. Zinedine Zidane, qui était un grand fan de Steven Gerrard de Liverpool, aurait mérité. Steven Gerrard, il savait tout faire. Il savait défendre, il savait attaquer, il savait tirer de loin, il savait marquer des buts. Il a porté un club pendant des années. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que moi, mais Zidane ne l'a pas eu pour des problèmes de comportement. Sans doute, mais il Enfin, il avait pris 2 ou 3 cartons rouges dans une saison, je crois. C'est la dimension individuelle, moi, de la récompense qui me gêne. C'est dommage qu'on n'ait pas, et je vois pas au nom de quoi ce serait pas faisable, toutes les lignes. C'est le 11 FIFA de Absolument. chaque année. Et c'est intéressant aussi, l'Espagne arrive en finale du mondial avec un Lamine Yamal qui n'est pas excellent. On parlait de ce collectif, ça prouve aussi la marge qu'a l'Espagne avec un Pedri sur le banc et un Yamal qui n'est pas au top de sa forme. Et un Williams qui n'a pas joué quasiment pas. Exactement. C'est vrai que l'Espagne n'est pas à son plein potentiel. Moi, je trouve pas, que ce soit pour l'Argentine ou pour l'Espagne d'ailleurs, je trouve pas que ce soit des équipes extraordinaires. Ce sont des équipes qui ont su être bons dans les momentum. Donc effectivement, l'Espagne, moi je trouve par exemple l'Espagne qui a gagné l'Euro était bien plus forte que cette Espagne-là, parce que vous l'avez cité, Lamine Yamal, Iñaki Williams, qui était Nico Williams, qui était vraiment cet atout majeur de cette équipe d'Espagne, parce qu'ils apportaient de la verticalité et de la finition. Aujourd'hui, c'est ce qui manque un petit peu dans cette équipe. C'est ce qui manque un peu dans cette équipe d'Espagne, parce que on a Oyarzabal qui surperforme pendant cette Coupe du Monde, mais ça reste quand même
limité, j'avais envie de dire, face à peut-être des très très gros adversaires, ou en tout cas sur le long terme. Mikel Merino aussi qui a sorti l'Espagne de pas mal de pétrins sur cette Coupe du Monde-là. Mais ça manque de vitesse sur les côtés, ça manque de technique, ça manque d'élimination en 1 contre 1. Et c'est vrai que sur cette finale-là, ce sont des joueurs qui peuvent faire la différence et que sans eux, l'Espagne sera quand même beaucoup plus limitée dans ses choix parce qu'avoir le ballon, c'est bien, l'exploiter, c'est mieux. Alors, ils vont beaucoup le conserver, ils vont peut-être maîtriser le jeu, mais à un moment donné, il va falloir piquer l'adversaire. Et c'est vrai que c'est ces joueurs-là qui étaient ultra performants lors du précédent Euro, qui le sont moins sur cette Coupe du Monde-là. Après, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme. C'est vrai que Lamine Yamal n'a marqué qu'un seul but pour l'instant, mais dans le jeu, il offre quand même des alternatives très intéressantes. On l'a vu contre l'équipe de France, c'est lui qui provoque le penalty. Ça s'est joué à rien pour le 3e but. Et pour le 3e but, où il est à moitié hors jeu, où ça ne se joue pas à grand-chose, mais il marque un super but, où il fixe super bien le défenseur et il met le ballon hors de portée de Mike Maignan. Donc, il n'est pas non plus à un mauvais niveau, il est plutôt à un bon niveau. Et c'est vrai que cette finale-là peut être révélatrice pour lui dans la mesure où, justement, les buts qu'on attend, il peut les délivrer lors de cette finale-là. Donc, effectivement, il y a ce match dans le match où Lamine Yamal peut prendre une véritable option dans la course au Ballon d'Or. On peut citer un autre Espagnol, moi j'aime beaucoup, on l'a vu contre la France, il était au Four et au Moulin, c'est Cucurella. Latéral gauche. Ah oui, extraordinaire. Si on avait un latéral gauche comme ça dans notre équipe... Qui est souvent décrié en plus, ouais, Cucurella avant ce mondial. Il fait un superbe... Pour moi, il n'est pas du tout dans l'esprit. Il fait une main énorme contre l'Allemagne lorsqu'il gagne l'Euro, qui est absolument pas sifflé. Et puis, c'est un vicieux. Mais je voulais juste revenir par rapport à ce que vous disiez sur Lamine Yamal. Ah oui, mais je pense que je préfère qu'on joue. Non, mais nous tous, mais je préfère qu'on joue dans les règles. Parce que vous parlez de Lamine Yamal, mais vous omettez quand même que contre l'équipe de France à la 76e, il doit prendre un carton rouge pour un tacle par derrière sur Mbappé, les 2 pieds décollés. Rien. Il recommence à la 88e sur Désiré Doué. Doué a quand même un pied dans la surface. Toujours pas de carton jaune. Donc j'en reviens au fait que ce soit Yamal ou Messi, avec la charmante photo que vous nous avez montrée au tout début, on peut quand même parler de protection et d'arbitrage et d'interprétation un petit peu spécieuse du règlement, si je puis me permettre. Juste sur le match... France-Espagne, où l'arbitre salvadorien a eu quelques décisions. Hondurien. Ah pardon, excusez-moi. Je crois que c'est du Salvador. Bon, le penalty accordé donc à l'Espagne. La faute est indiscutable. Le vrai problème, c'est la main. Est-ce que Yamal contrôle le ballon du bras? Oui, mais la main est collée au corps. D'accord. Le bras n'est pas écarté, il n'y a pas une augmentation de la surface naturelle du corps. Donc cette main n'est pas sanctionnable. Mais par contre, la faute de Digne, elle est sanctionnable. Donc le penalty, pour moi, est incontestable. Ensuite, il manque, vous avez raison, un carton Yamal sur ce tacle sur Doué. Alors, sur Doué... Non, d'abord sur Mbappé à la 76e, et il réitère à la 88e sur Doué. Je me souviens très bien. Et juste sur la faute sur Doué, l'arbitre doit prendre en considération le point de contact. Or, la jambe qui est touchée par Yamal, de Doué, elle est à l'extérieur de la surface de réparation. Donc, il n'y avait pas penalty. Il y avait coup franc. Mais si on il faut toujours rappeler la règle. Oui, mais rappelons la règle. Donc, il n'y avait pas à la penalty, 88e, il n'y aurait même peut-être pas eu de faute de Lamine Yamal, puisqu'à la 76e, il doit prendre un rouge. D'accord. Alors après, pour revenir à ce match-là, et les propos de Deschamps après le match, qui pose la question, est-ce que l'arbitre était au niveau? Je ne réponds pas, mais la réponse est dans la question, quelque part. Qui pose d'ailleurs la question de sa sortie à Didier Deschamps pour son dernier match en Coupe du Monde. J'ai trouvé cette... il a été plus inspiré dans d'autres conférences de presse que ce soir-là. Oui, Michael Olise aurait pu prendre aussi un rouge pour une semelle sur la malléole de Pedri. Donc l'arbitre n'est pas du tout responsable de la défaite de la France contre l'Espagne. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'il installe encore plus l'Espagne dans la tranquillité. Pour moi, le carton jaune sur Rabiot, dès la 9e minute... Il est justifié. Il joue le ballon, il touche le ballon avant... Ça ne veut rien dire, toucher le ballon, mais s'il touche le ballon, au final... Je suis désolé, vous êtes dans l'interprétation, une fois de plus. Arbitré donc on arrange les bidons quand ça nous arrange. Mais cher ami... Alors qu'ensuite, on rappelle que Bruno Modène est un ancien arbitre international. Je vais juste rappeler une chose essentielle dans l'arbitrage. On peut aussi rappeler qu'il puisse défendre l'arbitre, et c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas connu pour faire du corporatisme. Non, mais... D'ailleurs, j'ai aucune fonction dans l'arbitrage français, ni international, donc je suis un homme libre. Mais moi, je parle d'interprétation. Donc ça, c'est très bien, ma parole est tout à fait libre, et ça, c'est important. Mais vous avez raison. Par définition, arbitrer, c'est interpréter. Voilà. Bon. Et l'interprétation, elle est aussi subjective. Elle pose des questions. Mais elle est subjective. Donc le sujet n'est pas fermé. Donc quand on dit, oui, Deschamps, quand même, quelle très mauvaise sortie. Moi, franchement, je ne suis pas du tout là dans un esprit cocardier. Et encore une fois, peu
me chaud la nationalité de l'arbitre en question, qu'il soit d'une grande nation. Pour moi, il n'y a pas de grande ou de petite Mais nation. la France n'a pas perdu face à l'Espagne à cause de l'arbitrage. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que ça a compté. Et que quand vous prenez un jaune comme Rabiot l'a pris, parce qu'on a bien vu après les Espagnols et la roublardise dont vous avez parlé tout à l'heure, dès que Rabiot était au duel ou était en contact avec un ou plusieurs Espagnols, il tombait. Parce que l'idée, c'était de lui faire prendre un deuxième jaune, voire de le faire. Et donc Deschamps est dans l'obligation de le faire sortir, alors que c'était l'un des meilleurs Français. Didier Deschamps, en finale de la Coupe du Monde 98, après un carton avant la mi-temps, il n'est pas sorti et il a réussi. Il y a beaucoup d'exemples comme ça sur Internet de 3-4 joueurs. Je crois que la finale Pays-Bas-Espagne, il y a 2 joueurs de chaque côté qui prennent avant la 30e minute un carton jaune. Ils n'ont pas été sortis, ils n'ont pas fait les Brésiliens menaient au score, ils étaient aussi dangereux que les Espagnols en 90. En 2010. Ah oui, en 98. En fait, il n'y a pas. Vous parliez de Didier Deschamps. Il n'y a pas d'arbitrage. Il n'est pas sorti, son coach ne l'a pas fait sortir à ce moment-là et il a pu continuer le match. D'accord. Voilà. Enfin, là, mais quelle était la physionomie du match à ce moment-là? La France dominait. Voilà. Ouais. Après, il n'y a pas d'arbitrage magique, d'arbitrage parfait. J'ai l'impression que vous cherchez un arbitrage qui soit à 100% réussi. L'arbitre est un humain, donc forcément, il y aura toujours des faits de jeu. Ça fait partie de l'histoire du football dans tous les matchs. On peut prendre aussi le match de l'équipe de France juste au tour précédent face au Maroc. Il y avait une main de Rabiot juste avant le premier but d'Mbappé. Bon, voilà, l'arbitre n'est pas revenu sur la VAR. Le penalty d'Mbappé contestable, Mazraoui ne le touche pas forcément. Pour remonter même au match de 2022 où Sofiane Bouffal aurait pu avoir un penalty. Ce sont des faits de jeu, ça fait partie du football avec toute la frustration que ça comporte. Parfois, c'est pour l'équipe que vous supportez, parfois, c'est pour l'équipe adverse. Mais il ne faut pas chercher, je pense, à mon sens, un arbitrage qui serait parfait, qui serait miraculeux, qui serait là, vous me faites dire ce que je n'ai absolument pas dit. Non, mais c'est la sensation que vous me donnez. C'est la sensation, c'est un ressenti. Moi, je vous parle de faits, je vous parle factuellement. En fait, vous revenez sur chaque faute, sur chaque... Non, mais si vous pouvez me laisser juste un petit peu... vous demandez qu'on vous coupe la parole, c'est ce que vous faites avec les autres, je me permets de le dire. D'accord, très bien. non, mais Poursuivez. c'est important de le dire aussi. Voilà. Non, mais voilà, je vais terminer mon propos là-dessus. Mais c'est vrai que vous avez quand même cette tendance à revenir sur des faits de jeu extrêmement précis, mais comme on l'a rappelé précédemment, l'Espagne n'a pas battu la France parce qu'il y avait des faits de jeu. Je pense que la réflexion de Didier Deschamps, elle résulte simplement d'une frustration quand il sort du match. L'arbitre n'a rien à voir dans le résultat. Que l'arbitre, même s'il avait arbitré parfaitement, l'équipe de France était en dessous. Et d'ailleurs, les joueurs ont eu la lucidité de le dire, que ce soit Kylian Mbappé ou Ryan Cherki. En zone mixte, ils ont dit, on a perdu contre nous-mêmes. L'équipe d'Espagne a installé son jeu, on l'a subi. Et voilà, c'est le football. C'est ce que je disais pas plus tard. Je pense qu'il n'y a à aucun moment, juste termine. Je pense qu'il n'y a... Oui, voilà, je termine. Je vous ai laissé terminer aussi. Juste à aucun moment, l'Espagne, à aucun moment, l'équipe de France a été déstabilisée par l'arbitrage. Je suis désolé, il y a une équipe qui était meilleure que l'autre et c'est un fait. C'est vrai que ça ne scelle pas tellement ce qui va se passer dans le match après. Quand vous menez 1-0 et que vous avez un joueur qui a un carton jaune sur le visage qui est obligé de sortir de toute façon à la 46e. C'est pour ça arrive que dans tous les matchs de football. Oui, bien sûr. Mais avec ce type de raisonnement, je ne vois pas comment on pourra progresser. Et ça vaut pour ce qu'on disait sur l'Argentine. Tant que vous n'essayez pas de maîtriser un petit peu les débats, bien sûr que l'erreur est humaine, bien sûr qu'on peut se tromper. À ceci près qu'aujourd'hui, il y a la VAR quand même. Il y a quand même la VAR. Malgré tout, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a eu d'énormes erreurs avec la VAR. Donc personne n'est infaillible. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille vers quelque chose d'un peu plus équitable, d'un peu plus juste. Et c'est là où je voulais aussi en venir. Je l'ai dit dans cette maison, pas plus tard hier, au journal de 15h. Bien sûr que l'équipe de France a eu des gros manquements. Didier Deschamps, pour moi, s'est trompé sur Tchouaméni et sur Barcola. C'est tout à fait vrai. Pourquoi vous incitez autant sur l'arbitrage et vous avez parlé moins du jeu? Mais parce que l'arbitrage, pour moi, c'est quand même la clé, quel que soit le match. Moi, on l'a encore vu hier soir. Quand vous voyez la première mi-temps, c'est une bataille de chiffonniers. Et dès que l'arbitre a sorti les jaunes, ça s'est calmé. Et on s'est mis à jouer au football. Alors, et ça vaut vraiment pour tout le monde. Un mot sur l'arbitrage global de cette compétition. Autant sur les matchs de poule, les choses se sont bien passées. Peut-être 1 ou 2 coups de sifflet à tort. Vous savez, sur le nombre de matchs, c'est légitime. Et les arbitres, vous avez dû voir, ont laissé beaucoup jouer. Beaucoup moins de... Les petites fautes, les petits accrochages n'étaient plus sanctionnés. Donc il y avait beaucoup plus de jeux, on laissait beaucoup plus jouer. Et on a commencé à parler d'arbitrage pour les matchs de poule. Malheureusement, France-Paraguay, on en a parlé, l'arbitre ouzbek est passé totalement à côté. François Le Texier, l'arbitre français, a aussi parlé, lui, entre le match de l'Argentine et l'Égypte, l'Argentine, la Suisse. Donc là, il y a eu des problèmes d'arbitrage qui sont arrivés sur les matchs coup près. Après, sur la VAR, vous parliez de la VAR.
La VAR, moi je savais, la VAR ne va pas résoudre toutes bien sûr. les injustices dans le football, dans Mais l'arbitrage. elle participe Elle quand même va d'un pouvoir meilleur, rectifier quelques décisions, elle le fait, mais très souvent, quand c'est blanc, quand c'est noir, mais souvent c'est gris. Et on est 4 ici, face à une image, on va pas avoir forcément la même décision. Et il faudra bien juger. Non, mais d'où de la question d'interprétation. Mais après, qu'il y ait interprétation en soi, c'est tout à fait normal. Mais quand les interprétations penchent toujours pour telle ou telle grosse équipe, telle ou telle nation, ça devient un petit peu embêtant. Ça n'a pas toujours été le cas ? Oui et non. Oui et non. Moi, je pense qu'il y a quand même un progrès avec la VAR incontestable parce que il y a aujourd'hui des fautes qui sont sanctionnées. La main de Maradona, heureusement. vu, par la exemple. main de Maradona elle n'aurait pas existé. C'était content que la VAR n'existe pas en 1986, du coup. Je suis pas la si main de content que Thierry ça, Henry moi. a été sanctionnée. Bah l'histoire non, de foot. non, je préfère son deuxième but. Ah bah oui. L'ange et le démon dans le même match. Mais comme il marque contre la Belgique, il refait le coup, pareil, splendide, extraordinaire, avec Valdano. Enfin, et donc je préfère ce type de but qui est. On n'a pas dit un mot sur le match des coiffeurs de. On peut, 3 et 4. il nous reste 1 minute 30. Eh ben voilà, je crois que ni les Anglais ni les Français n'ont envie de jouer ce match. Mais il faudra bien le jouer. Ouais. Et ce serait bien que la France le gagne pour que Deschamps sorte honorablement. Et que peut-être des joueurs comme Warren Zaïre-Emery gagnent un Joue petit et peu plus qui de donne du temps de jeu. à des joueurs qu'on peut jouer. Et puis Mbappé et Dembélé. On l'a gagné 2 fois, cette finale 3 et 4. Vous allez le regarder, ce match ? Oui. Ouais, oui. Ouais, parce que j'entends des gens autour de moi qui me disent... C'est à 23h, c'est un peu Ouais. tard, mais je vais le Ouais. regarder. Parce que 23 heures. Mbappé et Dembélé peuvent soigner leur but. Absolument. Harry Kane et Bellingham aussi. Enfin, mais si on pouvait voir un beau match, Voilà. on est preneur. Sans Sans erreur d'arbitrage. d'arbitrage. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on a retenu le message lancé par Samy pendant 50 minutes. Merci à vous 3, messieurs, c'était passionnant. Quand ça passe trop vite, c'est que c'est intéressant. Merci, vous Merci revenez à quand vous. vous voulez. Vous restez avec nous. L'information continue sur notre antenne, bien sûr. Restez là.